Hello everybody. So, 2 weeks ago, I Bonjour à tous. Il y a 2 semaines, j'ai interviewé un ancien professeur à moi, le doc Narushige Mishishita, sur sa perspective de la politique mondiale depuis le Japon. Certaines de ses réponses m'ont surpris, et son analyse diffère de la mienne. Cependant, je ne suis pas ici pour réaffirmer mes propres préjugés. J'étais reconnaissant d'entendre comment il interprète ce qui se passe dans cette partie compliquée du monde, en tant que penseur réaliste, expérimenté et planificateur de politique. Cela dit, profitez de l'interview. With this said, please enjoy the interview. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Je suis Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler à un ancien professeur à moi et l'un des principaux experts du Japon en stratégie de sécurité et politique étrangère. Avec moi se trouve le professeur Narushige Mishishita de l'Institut national des études politiques, basé à Tokyo, où j'ai fait mon master et mon doctorat. Le professeur Mishishita est maintenant également vice-président de l'Institut, que vous pouvez voir juste derrière lui. Il est membre du conseil d'administration et directeur de programme. He is a member of the board and a program director. He got his PhD from the Johns Hopkins University and he's one Il a obtenu son doctorat de l'université Johns Hopkins et il est l'un des chercheurs en sécurité japonais les plus tournés vers l'international, avec un anglais parfait. Le Dr Mishishita est définitivement un réaliste, gardant un œil très attentif sur les capacités militaires des différents acteurs. Il est avant tout un grand expert de la Corée du Nord, parlant couramment le coréen. Il a écrit de nombreux livres et articles sur la Corée du Nord. C'est pourquoi je lui ai demandé de nous parler des développements récents en Asie du Nord-Est après la visite du président Vladimir Poutine à Pyongyang, et le professeur Mishishita a gentiment accepté. Professeur, c'est un plaisir de vous revoir. Professor, great seeing you again. Merci beaucoup pour cette aimable introduction et cette aimable invitation, Pascal. C'est un plaisir d'être avec vous. I wanted to talk to you very much because Je voulais vous parler parce que, sur cette chaîne, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions d'explorer la situation sécuritaire du Japon. Au cours des dernières semaines, beaucoup de choses ont changé en raison de la nouvelle relation entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Comment interprétez-vous la visite de Vladimir Poutine et le nouveau traité de sécurité qui n'inclut plus d'articles sur la réunification coréenne? De plus, Kim Jong-un a fait des déclarations officielles selon lesquelles il ne cherche plus la réunification et reconnaissent leurs frontières sud. Comment comprenez-vous cela du point de vue du Japon? How do you make sense of this, looking at it from Japan? Ce récent rapprochement ou amélioration des relations entre la Russie et la Corée du Nord résulte de 2 considérations, l'une tactique et l'autre stratégique. La considération tactique est que la Russie est impliquée dans la guerre en Ukraine qui devient prolongée. La Russie a besoin de munitions, de missiles et d'autres matériels de guerre. La Corée du Nord peut servir de fournisseur pratique de ces matériaux dont la Russie a besoin pour continuer la guerre en Ukraine. Les Nord-Coréens sont très heureux car ils peuvent exporter leurs armes, gagner de l'argent et obtenir de la nourriture et de l'énergie de la Russie. La Russie ne peut pas bien exporter son énergie, donc la Corée du Nord peut obtenir une quantité substantielle d'énergie à des prix très bas. Ce partenariat et cette amélioration symbolique des relations avec l'une des grandes puissances mondiales sont une bénédiction pour la Corée du Nord, en particulier pour son leader, Kim Jong-un. Un autre aspect qui est plus stratégique est ce que font la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Ils essaient de s'opposer à l'ordre international actuel, qu'ils considèrent comme dominé par les pays occidentaux, tels que les États-Unis et les pays avancés d'Europe, y compris la Suisse. Pour résister à cet ordre dominant, ils travaillent ensemble pour saper sa crédibilité. Sur la base de ces 2 considérations majeures,
la Russie et la Corée du Nord se rapprochent. Oui, et ce rapprochement n'est-il pas survenu il y a seulement 2 semaines? Kim Jong-un avait déjà visité la Russie, en particulier Moscou, il y a environ 9 mois, et ils ont forgé un traité lors de cette visite. Il n'a pas visité Moscou, il a rentré Poutine à Vladivostok. Désolé, vous avez raison. Certains hauts responsables nord-coréens se sont rendus à Moscou. Il a fallu environ 9 mois pour créer ce nouveau traité entre eux. Vladimir Poutine a dit que ce n'est rien de nouveau, juste une version mise à jour d'un ancien traité soviéto-nord-coréen. Que pensez-vous de ce traité? Avez-vous examiné ses dispositions? Pensez-vous qu'il change l'équilibre stratégique dans la région? Oui, donc je suis d'avis que ce traité entre la Russie et la Corée du Nord est plus symbolique que d'une réelle importance physique dans le monde. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit, la Corée du Nord et la Russie travaillaient déjà ensemble. La Russie fournissait de la nourriture, de l'énergie et probablement des technologies militaires nécessaires à la Corée du Nord en échange de l'approvisionnement en munitions et missiles de la Corée du Nord à la Russie. Donc ils coopèrent déjà. Si vous regardez le traité et le lisez, ils disent beaucoup de choses. Par exemple, si la Corée du Nord est attaquée par quelqu'un d'autre, la Russie devrait intervenir et aider la Corée du Nord, et vice-versa. Mais en réalité, personne ne voudrait attaquer la Corée du Nord, n'est-ce pas? Personne ne voudrait attaquer la Russie. Donc, c'est vraiment plus symbolique. On peut voir que Poutine n'était pas très enthousiaste à l'idée de sa visite à Pyongyang, alors que Kim Jong-un était très heureux lorsque Poutine a visité. Poutine est arrivé à Pyongyang 3 heures plus tard que prévu, laissant Kim Jong-un attendre tard dans la nuit à l'aéroport. C'était quelque peu embarrassant. Mais malgré tout, Kim Jong-un l'a accueilli avec un sourire et une grande étreinte. Étant isolé et sous les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que des sanctions unilatérales de pays comme les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, ces gestes sont significatifs. Vous savez, la Corée du Nord, ou plutôt Kim Jong-un, veut montrer à son peuple et au monde qu'il est toujours engagé dans les affaires mondiales en tant que l'un des dirigeants les plus importants. Il veut démontrer qu'il a des amis et des alliés dans différentes parties du monde. La Corée du Nord est dans une position très difficile. Elle est sous sanctions et son économie ne va pas bien. Récemment, l'un de ses amis les plus proches, Cuba, a décidé de normaliser les relations diplomatiques avec la Corée du Sud, l'ennemi juré de la Corée du Nord. Cela a été une grande disgrâce pour la Corée du Nord. Donc, pour riposter et montrer au monde que la Corée du Nord va toujours bien, Kim Jong-un voulait vraiment que Poutine visite Pyongyang. Maintenant, en lien avec ce changement de rhétorique de la part de la Corée du Nord, où il ne cherche plus la réunification et demande en fait aux Sud-Coréens de ne pas essayer de se réunir de force non plus, pensez-vous que cela va changer la dynamique politique entre les deux? Sommes-nous maintenant plus proches ou plus éloignés d'un traité de paix potentiel? Les deux sont toujours en armistice, n'est-ce pas? Mais nous rapprochons-nous d'un traité de paix? C'est un point intéressant et il se rapporte au point précédent que j'ai soulevé. La Corée du Nord est sur la défensive et dans une position assez faible, surtout comparée à la Corée du Sud. La Corée du Sud se porte très bien économiquement et militairement. La taille de l'économie sud-coréenne est 60 fois plus grande que celle de la Corée du Nord. Nous parlons souvent de l'accumulation militaire de la Corée du Nord.
Mais si vous comparez les dépenses de défense des deux pays, la Corée du Sud dépense en réalité 10 fois plus en défense que la Corée du Nord. De plus, la Corée du Sud a 2 fois la population de la Corée du Nord. Donc il n'y a pas de comparaison. Lorsque nous parlons de missiles, nous nous concentrons toujours sur les missiles nord-coréens. Cependant, la Corée du Sud a déjà acquis plus de 1000 missiles, ce qui est un nombre plus élevé que celui de la Corée du Nord. La seule chose est que la Corée du Nord possède des armes nucléaires, alors que la Corée du Sud n'en a pas. La Corée du Nord dispose également de missiles longue portée capables de frapper le Japon ou les États-Unis, tandis que les missiles sud-coréens sont de courte portée, principalement ciblés sur la Corée du Nord. Cependant, la Corée du Sud se porte très bien. L'année dernière, en termes de dépenses de défense, la Corée du Sud était le 11e plus grand dépensier en matière de défense dans le monde. Le Japon était en fait à la 10e place, donc seulement une place plus haut. Les deux pays dépensent à peu près la même somme d'argent pour la défense, ce qui est assez impressionnant étant donné que la population de la Corée du Sud est moins de la moitié de celle du Japon. Donc, à mon avis, la Corée du Nord devient plus défensive. Becoming more on the defensive, in my opinion, and plus, recently. De plus, les dirigeants nord-coréens sont de plus en plus préoccupés par la pénétration de la culture sud-coréenne dans la société nord-coréenne. Cela est en partie dû au changement technologique. Les gens en Corée du Nord, en particulier dans les zones urbaines, utilisent désormais des smartphones. Avec certains plugins, il devient relativement facile pour eux de regarder de la musique K-pop, des K-dramas et des K-films. Dans le passé, si vous étiez un Nord-Coréen voulant regarder des dramas sud-coréens, vous deviez faire passer en contrebande de grandes cassettes vidéo VCR. C'était un coup de chance. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d'apporter des DVD minces, des clés USB ou des cartes SD. Memory sticks, and then now SD cards. There, it's very easy for you to smuggle them into. Il est désormais très facile de faire passer ces articles en contrebande en Corée du Nord. En conséquence, un grand nombre de Nord-Coréens regardent et écoutent des dramas, des films et de la musique sud-coréenne. Fait intéressant, au cours des dernières années, la Corée du Nord a promulgué différentes lois pour empêcher la culture sud-coréenne d'entrer dans le pays. En 2020, la Corée du Nord a promulgué une loi appelée la loi sur la culture anti-réactionnaire. En 2023, elle a promulgué une autre loi conçue pour préserver la langue standard de Pyongyang. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque la Corée du Nord fait référence à la culture réactionnaire, elle parle essentiellement de la culture sud-coréenne et américaine. En 2020, la Corée du Nord essayait d'empêcher les produits culturels sud-coréens et américains d'entrer dans le pays. En 2023, les produits culturels sud-coréens avaient déjà fait leur chemin en Corée du Nord. Les jeunes Nord-Coréens en particulier ont commencé à utiliser des mots, des expressions et des intonations que les jeunes Sud-Coréens utilisent. Les dirigeants nord-coréens ont remarqué cela et ne l'ont pas apprécié. Par conséquent, ils ont promulgué cette loi pour préserver la langue de Pyongyang, qui est distincte du dialecte de Séoul en Corée du Sud. Cela montre à quel point les dirigeants nord-coréens deviennent désespérés pour protéger leur pureté idéologique parmi le peuple nord-coréen. Ideological purity of North Korean people. And do you think that they are now forced to give? Pensez-vous qu'ils sont maintenant obligés d'abandonner cela, étant donné qu'être un royaume ermite et rester si fermé échoue manifestement?
Le traité avec la Russie comprend une zone économique conjointe, un tourisme accru et des échanges d'étudiants. Cela m'a surpris, car la Corée du Nord ne voulait pas que son peuple parte. Maintenant, il semble que ce soit la première véritable ouverture. Il s'ouvre aux pays qui les aident. Le voyez-vous aussi de cette manière? Yeah, maybe they might be happy to Peut-être qu'ils sont heureux d'encourager plus d'interactions entre la Russie et la Corée du Nord, en partie pour détourner l'attention de la culture sud-coréenne vers la culture chinoise ou russe. Ces cultures ont beaucoup en commun, politiquement et idéologiquement, avec la culture et l'idéologie de la Corée du Nord. Donc je ne sais pas, mais ça peut être une interprétation de ce qu'ils essayent de faire. En tout cas, comme vous l'avez dit, en janvier de cette année, Kim Jong-un a fait un long discours dans lequel il a essentiellement dit qu'il ne poursuivrait plus l'unification de la péninsule coréenne. Il a déclaré qu'il s'agissait de deux États différents, séparés et distincts sur la péninsule coréenne. L'un s'appelle la République populaire démocratique de Corée, qui est la Corée du Nord, et l'autre est la République de Corée, qui est le nom officiel de la Corée du Sud. Alors, pourquoi fait-il ça? And so why is he doing it? In my interpretation is that Mon interprétation est qu'en traçant une ligne claire entre les deux Corées, il essaie de protéger son pays de l'influence politique, culturelle et économique de la Corée du Sud. Je pense que la Corée du Nord est sur la défensive à ce stade. La question est de savoir si la Corée du Nord deviendra plus pacifique en conséquence. Je suis un peu sceptique et pas trop optimiste à ce sujet. La Corée du Nord utilise parfois des moyens offensifs à des fins défensives. Lorsqu'il alum of personal waterbilad freed you top for these tortured, the bro said they're adding to get the worst torrid. Sending dirty balloons to South Korea. Basically, what they are telling by sending balloons with En gros, en envoyant des ballons remplis de déchets en Corée du Sud, les Nord-Coréens essayent de faire passer un message. Ne nous embêtez pas. Ils veulent arrêter les ballons que les défecteurs nord-coréens vivant en Corée du Sud envoient en Corée du Nord. Ces ballons contiennent des clés USB avec de la musique sud-coréenne, des dramas, des films et des matériaux de propagande anti-Kim Jong-un. La Corée du Nord dit « Ne le faites pas. Si vous continuez, nous vous punirons. » En ce moment, ils envoient des ballons sales, mais ils pourraient éventuellement commencer à utiliser des moyens militaires pour transmettre le même message. J'étais récemment en Corée du Sud, et une des choses que mon hôte là-bas a dites est qu'en Corée du Sud, tout le monde s'attend à la réunification. Elle a décrit la réunification comme une religion nationale. Elle a dit qu'ils s'attendent à ce que cela se produise dans le cadre de la ROC. Ils anticipent quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en Allemagne, où l'Allemagne de l'Ouest a absorbé l'Allemagne de l'Est. Pour moi, c'est une préoccupation de sécurité très légitime si j'étais nord-coréen. Vous voudriez que cela s'arrête. Donc, de votre point de vue, voyez-vous une chance que la Corée du Sud puisse accepter l'existence de deux États coréens pour le moment et travailler réellement vers un traité de paix? Il y a deux opinions différentes en Corée du Sud. Les conservateurs ont tendance à penser que faire pression sur la Corée du Nord pour provoquer un changement de régime ou au moins une transformation du régime est la voie à suivre. D'un autre côté, les progressistes croient que l'acceptation du statu quo et la poursuite de la coexistence pacifique est la meilleure approche. Il y a certainement des avantages et des inconvénients à chaque idée. Si vous pensez qu'il est bon d'accepter la coexistence pacifique avec la Corée du Nord sans leur mettre trop de pression, c'est plus ou moins ce qui se passe lorsqu'un gouvernement progressiste est au pouvoir en Corée du Sud. Mais que s'est-il passé?
La Corée du Nord a continué à développer des armes nucléaires, des missiles et d'autres capacités militaires. La Corée du Nord n'a pas arrêté. Alors la question est, à quel point la coexistence entre les deux Corées peut-elle être pacifique? Les conservateurs soutiennent que nous devons continuer à mettre la pression sur la Corée du Nord pour changer son régime. Certes, il y a un point à cela. Cependant, si vous continuez à mettre la pression sur la Corée du Nord, elle pourrait devenir plus défensive. Si elle est acculée, la Corée du Nord pourrait réagir violemment et faire quelque chose de drastique pour empêcher la Corée du Sud d'appliquer des pressions. Donc, dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients, et personne ne peut dire quelle est la meilleure réponse. Alors, en ce sens, le nouveau traité de sécurité avec la Russie n'est-il pas un élément stabilisateur sur la péninsule coréenne? Parce que maintenant, la Corée du Nord a une garantie écrite que s'il devait y avoir une attaque, elle recevrait de l'aide. Si j'étais Kim Jong-un, cela me rassurerait. Je n'aurais pas à compter uniquement sur la dissuasion par les armes. Je pourrais aussi compter sur la dissuasion par ma nouvelle alliance. Kim Jong-un l'a appelée une alliance. Vladimir Poutine ne l'a pas fait. Il n'a pas utilisé le mot alliance. Vladimir Putin didn't. He didn't use the word alliance. Oui, mais je ne pense pas que les Russes croient au traité. Je ne pense pas non plus que les Nord-Coréens croient en un morceau de papier. Quoi qu'ils disent, cela n'a pas vraiment d'importance dans une situation extrême où la Corée du Nord s'effondre pour une raison ou une autre. En fait, je crains que ce traité ne fournisse une excuse commode à la Russie pour intervenir si la Corée du Nord commence à s'effondrer. Donc je ne sais pas. Je suis un peu sceptique quant à la Russie essayant de protéger la Corée du Nord. La Russie aiderait la Corée du Nord à se protéger si cela est dans l'intérêt de la Russie, indépendamment du traité. À l'inverse, la Russie ne défendrait pas la Corée du Nord si cela n'est pas dans l'intérêt national de la Russie. Donc je ne pense pas qu'un traité ait vraiment de l'importance. Comment voyez-vous la Chine dans ce contexte? La Chine est le troisième acteur dans cette situation. Depuis 30 ans, la Chine est le soutien vital de la Corée du Nord. Maintenant, soudainement, il y en a un autre aussi. Pensez-vous qu'il s'agit d'un effort coordonné? Les Chinois sont-ils heureux de ce qui se passe ou acceptent-ils simplement la situation? En gros, la Chine dit qu'elle n'est pas très contente de ce qui se passe. Mais à mon avis, je pense qu'elle est généralement satisfaite de la situation entre la Russie et la Corée du Nord dans l'ensemble. Il pourrait être un peu contrarié par de petits détails. Ce que je veux dire par là, c'est si le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord produit des résultats favorables à la Chine. Pourquoi? Parce qu'en aidant la Russie à poursuivre la guerre efficacement, la Corée du Nord aide la Russie à prolonger la guerre en Ukraine. À mesure que la guerre en Ukraine se poursuit, la fatigue de la guerre augmente parmi les populations des pays occidentaux, en particulier aux États-Unis et dans les pays européens. Je pense que c'est dans l'intérêt de la Chine, et donc c'est une bonne chose. De plus, l'attention se détourne de l'Asie vers la Russie, ce qui est un autre avantage pour la Chine. Tactiquement parlant, maintenant la Russie a la Corée du Nord, et la Corée du Nord a la Russie comme partenaire plus fort. Ainsi, la position de négociation de la Chine vis-à-vis de la Russie et de la Corée du Nord s'est légèrement affaiblie. Je pense que c'est quelque chose qui contrarie un peu la Chine. Mais dans l'ensemble, je pense que la Chine est contente de voir ce qui se passe. Vous savez, j'ai trouvé très intéressant que dans ce traité entre la Russie et la Corée du Nord, il y ait une clause qui dit que si nous avons un problème avec un troisième pays, nous ne ferons rien pour saper la position de l'autre.
Ce troisième pays doit évidemment être la Chine. Il n'y en a pas d'autre. There's no other one, but there's a clause in there that Oui, Can be foresees. different country. Yeah. But let's maybe change a little bit also to Japan. Mais passons peut-être un peu à la position du Japon, puisque vous êtes à Tokyo et avez un aperçu de la pensée sécuritaire du Japon. Le Japon perçoit-il les développements actuels en Asie du Nord-Est comme devenant plus dangereux? Quel est le plus grand défi du Japon en ce moment et comment l'aborde-t-il? Challenge at the moment, and how does it approach it? Yeah, that's an interesting question. So, oui, c'est une question intéressante. La mauvaise nouvelle est que la guerre et les conflits se sont généralisés et les gens s'habituent de plus en plus à un environnement mondial turbulent, ce qui est vraiment regrettable et inquiétant. Mais d'une certaine manière, la bonne nouvelle est que la Russie est en déclin. La Russie perd vraiment son pouvoir. Toutes ces forces sont de l'autre côté de la Russie, n'est-ce pas? Je veux dire, celles qui étaient ici avant sont parties maintenant. Oui, et la Russie sape essentiellement son pouvoir en gaspillant autant de main-d'œuvre, d'équipements militaires et de capacités industrielles dans la guerre en Ukraine. La Russie en sortira beaucoup plus affaiblie, non? Donc, cela peut être une bénédiction pour le Japon. La Corée du Nord, eh bien, vous savez, la Russie aide la Corée du Nord, donc c'est une mauvaise nouvelle. La Corée du Nord devient un peu plus renforcée, et peut-être que Kim Jong-un est devenu un peu plus enhardi, à la fois militairement et diplomatiquement. Maintenant, nous parlons d'un dialogue possible entre la Corée du Nord et le Japon pour aborder la question des enlèvements. Il y a 17 Japonais qui ont été enlevés, 5 sont revenus, mais les 12 autres sont toujours en Corée du Nord. Et il pourrait y avoir plus d'otages. Et nous devons nous asseoir avec les Nord-Coréens et parler de ces questions. Mais maintenant, soutenue par la Russie, la Corée du Nord a une meilleure position de négociation. En termes de paix et de sécurité à travers le détroit de Taïwan, je suis un peu plus préoccupé par la situation. La Russie est affaiblie, mais si j'étais un planificateur militaire chinois et que Xi Jinping me demandait d'attaquer Taïwan demain, je demanderais certainement à la Corée du Nord de créer une crise sur la péninsule coréenne. Pourquoi? Parce que les États-Unis et le Japon sont là. Et l'alliance avec le Japon a deux objectifs principaux: défendre la Corée du Sud et défendre Taïwan. S'il y a une crise sur la péninsule coréenne, il serait très difficile pour les États-Unis et le Japon de consacrer la plupart de leurs forces à la contingence à travers le détroit de Taïwan. Nous devons laisser certaines forces pour maintenir la stabilité sur la péninsule coréenne. Ainsi, nous ne combattrons pas dans un seul théâtre d'opération, mais dans deux. Les États-Unis et le Japon devraient laisser certaines forces pour maintenir la paix et la sécurité sur la péninsule coréenne, tout en envoyant d'autres pour défendre Taïwan. Si la Corée du Nord dispose de meilleures capacités militaires, cela rendrait nos efforts pour défendre Taïwan contre une attaque chinoise plus difficile. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je continue de dire qu'une crise autour de Taïwan, une guerre entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taïwan, est en réalité le pire des scénarios pour le Japon. Le Japon a tout intérêt à empêcher cela de se produire. Je veux dire, une guerre sur la péninsule coréenne serait également désastreuse. Ces deux éventualités ou possibilités sont des préoccupations réelles pour nous. Comment évaluez-vous certaines des décisions politiques venant des États-Unis concernant Taïwan? Par exemple, il y a 1 an et demi, il y a eu la visite de Nancy Pelosi. Maintenant, il y a des conseillers militaires américains à Kinmen, cette petite île juste en face de Xiamen, à environ 5 km de distance.
Pour moi, c'est un geste très escalatoire. Cela inquiète-t-il les stratèges japonais? Does that worry Japanese strategists? It's not, we are not escalating the situation. China has. Ce n'est pas que nous escaladons la situation. La Chine a constamment escaladé la situation. Nous ne faisons que répondre, et nous le faisons de manière très prudente et non escalatoire. Cependant, la Chine continue d'escalader la situation, surtout après que Lai Ching-te est devenu président de Taïwan. C'est vraiment regrettable de voir comment M. Xi Jinping sape la paix et la stabilité dans cette région. Il isole la Chine du reste du monde en menant une diplomatie du guerrier loup et une diplomatie coercitive. De plus, il consacre une grande quantité de ressources aux capacités militaires, au lieu de consacrer plus de ressources à des efforts productifs, coopératifs et constructifs. En même temps, il y a eu une réunion récente entre le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Ce sommet a produit un document de 18 pages décrivant leurs accords et la manière de structurer les relations internationales entre eux. L'un des enjeux clés est de maintenir la stabilité et de garder les lignes de communication ouvertes. Alors, la stratégie du Japon est-elle de soutenir ses alliés américains tout en essayant de coopérer autant que possible avec la Chine? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens, de décideurs politiques et de spécialistes qui n'aiment vraiment pas ce que fait M. Xi. Ils comprennent comment il sape la Chine. Malheureusement, il est devenu courant pour certains dirigeants de prétendre qu'ils rendront leur pays à nouveau grand pour finir par les nuire. Cela s'est produit aux États-Unis et en Russie, et cela pourrait arriver en Chine et en Corée du Nord. C'est vraiment regrettable. Ce que nous aimerions faire, c'est dialoguer autant que possible avec les spécialistes, les décideurs politiques et les intellectuels chinois. Nous voulons les tenir informés et créer un environnement où, si la situation politique change, la Chine puisse revenir à une voie plus constructive et coopérative. En même temps, il semble que la Chine prenne une voie différente, coopérant étroitement avec les BRICS et construisant de nouvelles institutions, y compris la Banque de développement. Nous avons également la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se déroule actuellement ou ce week-end. La Chine semble travailler avec d'autres partenaires et ne se soucie pas beaucoup de l'intégration économique avec les États-Unis après toutes les sanctions qui leur ont été imposées. Cela influence-t-il la politique du Japon sur la manière d'interagir avec ce bloc? Donc ce que le Japon essaye de faire est en gros une bonne chose pour le monde et la région du Pacifique. La Chine investit dans et construit des infrastructures nécessaires dans les pays de la région, ce qui est un plus et une bénédiction. La seule chose est que nous devons nous assurer que la manière dont la Chine gère ses projets est économiquement saine, politiquement neutre et mutuellement bénéfique. Et transparent. Rien n'est parfait, mais les États-Unis, le Japon, l'Australie et les pays européens ont une expérience et un savoir-faire considérable dans l'organisation de projets de développement international de manière constructive et mutuellement bénéfique. Nous continuons à faire pression sur la Chine tout en essayant de travailler avec les responsables chinois et les ONG pour rendre ces projets plus transparents et constructifs. Pensez-vous que le Japon puisse être un médiateur entre les États-Unis et la Chine pour équilibrer les deux? Le Japon est évidemment perçu comme différent des États-Unis, bien qu'il soit le plus fort allié militaire dans le Pacifique. Voyez-vous un rôle pour le Japon afin d'essayer de réparer les relations autant que possible? Ou est-ce que ce n'est pas le rôle du Japon?
Well, Japan will certainly try to do it, but there is a limit. Le Japon essaiera certainement de le faire, mais il y a une limite car ils sont engagés dans une compétition de grande puissance. Nous ne sommes pas vraiment dans ce jeu et nous nous rangeons certainement du côté des États-Unis. Alors comment pouvons-nous être neutres dans ce contexte? C'est impossible. Cependant, le Japon et la Chine ont une longue tradition, avec des réseaux humains très serrés et des interactions économiques. De nombreux spécialistes chinois viennent au Japon et nous nous rencontrons dans différents environnements. Ils ne peuvent pas s'exprimer, mais ils ont leurs propres idées. La plupart d'entre eux sont très raisonnables. Ils comprennent ce qui se passe et comment la Chine se porte mal dans le monde, économiquement et militairement. Les tenir informés et les préparer à prendre des mesures positives et nécessaires lorsque cela est nécessaire est très important. Je pense que c'est un rôle que le Japon peut et doit jouer. Juste une question de clarification. Pourquoi interprétez-vous l'économie de la Chine comme traversant de nombreux problèmes à cause des instabilités? C'est déjà la plus grande économie du monde, en termes de parité de pouvoir d'achat. Elle a connu une ascension phénoménale, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui, selon vous, pose problème pour les Chinois? Eh bien, je veux dire, la Chine perd le marché aux États-Unis. Différents pays réduisent les risques liés à la Chine, n'est-ce pas? Ils isolent la Chine de la chaîne d'approvisionnement économique internationale. Et vous savez pourquoi la Chine vient-elle au Japon et nous dit-elle de coopérer plus étroitement ensemble? Notre interprétation est qu'ils sont en difficulté. Ils le comprennent, ils ont besoin de plus de coopération et d'interaction positive avec nous. Donc essayent de le faire. Mais dans l'autre face, plus dur en Chine continue de tirer, c'est-à-dire c'est compétitive, gâtie. China into a negative competitive direction, and we are torn between those. Nous sommes déchirés entre ces deux forces et nous les voyons opérer simultanément. Nous faisons de notre mieux pour décourager les forces négatives. Ce que les États-Unis et le Japon font en renforçant nos capacités de défense et de dissuasion contre la Chine est en réalité dans l'intérêt national de la Chine. Nous essayons d'empêcher les durs en Chine de dire « Regardez, le Japon et les États-Unis sont faibles et nous avons la capacité de prendre Taïwan par la force. » Si la Chine attaquait Taïwan, ce serait désastreux non seulement pour nous, mais aussi pour la Chine. Donc nos efforts aident en fait la Chine. Je crois que les intellectuels chinois, en particulier ceux qui sont modérés et pacifiques, comprennent cela. La seule chose à laquelle je peux penser en ce moment, qui pourrait vraiment déclencher une invasion chinoise de Taïwan, serait une déclaration d'indépendance taïwanaise. Le Japon essaie-t-il de décourager Taïwan de le faire? Comment le Japon essaie-t-il d'interagir avec la République de Chine, le gouvernement de Taïwan? Je pense qu'il y a un consensus à Taïwan pour ne pas déclarer l'indépendance. Ils n'ont pas besoin de le faire parce que, pratiquement parlant, ils sont presque indépendants. Pourquoi donner à la Chine une excuse pour attaquer Taïwan? Donc nous sommes quelque peu préoccupés par la possibilité, que nous ne voyons pas à ce stade, de l'émergence de forces politiques extrêmes à Taïwan poussant pour une déclaration d'indépendance. Mais je suis pas trop inquiet à ce sujet pour le moment. D'accord. Alors peut-être une dernière série de questions. Le sommet de l'OTAN va se tenir ce week-end à Washington et le Japon et la Corée du Sud y sont invités. Il va y avoir un bureau de liaison. A-t-il déjà ouvert ou va-t-il ouvrir à Tokyo? Pensez-vous que l'expansion de l'OTAN dans le Pacifique est quelque chose qui va se produire? Et pensez-vous que cela serait stabilisant ou déstabilisant?
I think it's certainly stabilizing, and it's. Je pense que cela se stabilise certainement et que cela va être utile pour 2 ou 3 raisons. Tout d'abord, il est symboliquement très important que les nations démocratiques et pacifiques se tiennent ensemble pour dire non à l'expansion des forces autoritaires et agressives qui montent en Europe ainsi qu'en Asie. La valeur symbolique est significative. De plus, il y a des domaines où nous pouvons coopérer pratiquement, comme la coopération opérationnelle. Which is, operational cooperation. Germany is sending its fighters to Japan. L'Allemagne envoie ses combattants au Japon. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France ont également envoyé leurs forces au Japon pour travailler avec nous. Ils ne pourront peut-être pas envoyer de grandes forces de combat en cas de guerre dans le détroit de Taïwan, mais leur aide serait certainement la bienvenue. De plus, ce qui émerge actuellement est un réseau mondial de coopération pour le renforcement des capacités industrielles de défense. Nous tirons des leçons de la guerre en Ukraine qui a montré que les pays occidentaux n'ont tout simplement pas la capacité suffisante pour produire les armes, munitions, missiles et autres équipements nécessaires. Simply do not have enough capacity to produce arms, necessary ammunition, missiles, and other things. So now we are gearing up and saying. Nous nous préparons maintenant et disons d'accord, les pays individuels doivent augmenter et renforcer leur capacité à produire plus d'armes. Nous devons construire un réseau mondial afin que si quelque chose de grave se produit en Europe, les pays en dehors de l'Europe puissent aider. De même, si quelque chose de grave se produit en Asie, les pays d'Europe, des États-Unis et d'autres régions peuvent nous aider en Asie. C'est le nouveau réseau mondial que nous essayons de construire. Les pays de l'OTAN en sont indispensables. Ne craignez-vous pas que cela puisse créer une situation pré-Première Guerre mondiale, où différentes alliances s'entrelacent et qu'une petite étincelle quelque part puisse déclencher une guerre mondiale? De plus, le système d'alliance en expansion ne piège-t-il pas le Japon dans certaines responsabilités? Deuxièmement, cela n'accentue-t-il pas en réalité le dilemme de sécurité de l'autre côté, pour la Chine, et peut-être aussi pour la Russie et la Corée du Nord, qui percevront cela comme une montée en puissance contre eux? N'est-ce pas globalement négatif pour ce qui se passe? Isn't that negative overall for what's happening? I don't have any concern about it. I have some concerns. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. J'ai cependant quelques préoccupations concernant l'éventuelle émergence d'un dilemme de sécurité sur la péninsule coréenne, car la Corée du Nord et la Corée du Sud sont très proches l'une de l'autre. Elles sont toutes deux armées de systèmes d'armes très offensifs, donc il peut y avoir un dilemme de sécurité. Mais le détroit de Taïwan est différent. Taïwan est une nation insulaire et la Chine ne peut pas facilement nous prendre de court à cause de la mer. Nous sommes certainement préoccupés par le grand nombre de missiles que la Chine déploie. Actuellement, la Chine a 1000 missiles balistiques à courte portée ciblant Taïwan et certains d'entre eux sont ciblés sur Okinawa. De plus, il y a encore 1000 missiles balistiques à moyenne portée capables d'atteindre le continent japonais. Missiles targeted capable of reaching Japan mainland, but they cannot just. Mais ils ne peuvent pas nous devancer entièrement de manière efficace. Donc nous ne sommes pas préoccupés par la perte de tout. Une autre chose est que le Japon a commencé à acquérir des capacités de frappe, mais ce que nous acquérons sont essentiellement des missiles de croisière. Les missiles de croisière sont très lents, et nous ne pouvons pas devancer la Chine avec ces missiles. Avec les capteurs et radars de haute technologie actuels, c'est très difficile. Nous ne vivons pas au 19e ou au début du 20e siècle, où détecter la mobilisation de votre ennemi était assez difficile. Nous comprendrons et ne seront pas facilement devancés, donc nous pouvons être détendus. Et qui voudrait commencer une guerre contre la Chine? Les Chinois le savent. Oui, donc ce que vous dites,
c'est que la préemption signifie que la Chine ne peut pas abattre tous vos actifs en premier. Et vous ne pouvez pas abattre tous leurs actifs en premier. Donc vous savez que les capacités de seconde frappe sont assurées. Par conséquent, globalement, vous diriez que c'est toujours un environnement stable, militairement parlant. Yeah, so there is no security dilemma between China and Oui, Taiwan. And donc il n'y a pas de dilemme de sécurité entre la Chine et Taïwan. Chinese are not saying- Même les Chinois ne disent pas qu'ils s'inquiètent de nos frappes préventives. I mean, North Koreans Les are- Nord-Coréens le disent en fait, et il y a un point là-dedans parce que la Corée du Sud a maintenant des capacités de frappe offensive énormes. Certes, les Sud-Coréens acquièrent ces capacités offensives à des fins défensives, mais du point de vue nord-coréen, il est naturel qu'ils aient des préoccupations. It's only natural for them to have some concerns. D'accord, nous approchons de la fin. Pour résumer ce que vous avez dit, vous diriez qu'en Asie du Nord-Est et dans la région Asie-Pacifique, il y a des problèmes. Mais dans l'ensemble, c'est encore stable pour le moment. I wouldn't go that far. Je n'irai pas jusque-là. Comme je l'ai dit, la Corée du Nord devient plus défensive. Cependant, elle pourrait utiliser des moyens offensifs pour repousser la pression de la Corée du Sud. Bien que la Chine parle maintenant de coopération, elle continue de renforcer ses capacités militaires. Xi Jinping a ordonné à l'armée populaire de libération d'être prête à prendre Taïwan par la force d'ici 2027. Je ne sais pas s'ils peuvent réellement le faire, mais c'est leur instruction. Nous avons donc des préoccupations certaines. C'est pourquoi les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et d'autres pays de la région Indo-Pacifique, y compris les Philippines, font de leur mieux pour maintenir l'équilibre des pouvoirs ici. Y a-t-il un ordre de prendre Taïwan d'ici 2027? Je pensais que l'objectif était la réunification d'ici 2049. Non, c'est séparé. Xi Jinping a dit à l'APL d'être prête, quoi que cela signifie, à prendre Taïwan par la force d'ici 2027. Eh bien, cela semble moins optimiste. J'espérais terminer sur une note positive, mais peut-être devrions-nous en rester là. Professeur Narushige Mishishita, où les gens peuvent-ils vous suivre s'ils veulent se tenir au courant de vos écrits et publications? Oh, j'ai un compte sur X, anciennement Twitter. Si vous me suivez là-bas, c'est qu'il y a un moyen de suivre mon travail. D'accord. Je vais inclure le lien X du professeur Mishishita dans la description de cette vidéo. Professeur, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était agréable de parler avec vous, Drew. See you, Pascal.